Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée aux psychologues. Oui, on en accueille régulièrement en tant que chroniqueuse, mais aujourd'hui, c'est en tant qu'invité de plateau pour parler de leur métier. Et pour ce faire, nous avons, comme vous la reconnaissez habituellement, Madame Cuche Christelle. Bonjour, merci de nous recevoir. Et puis nous avons en face d'elle Madame Agathe Morvan-Baruch. Bonjour, enchantée. Alors, ces deux psychologues sont en libéral, c'est ça? C'est bien ça, oui. Oui, c'est ça. Oui. Nous excusons par avance des psychologues en milieu hospitalier qui n'ont pas pu se libérer mais qui voulaient fortement contribuer. Et notamment, nous remercions par avance Monsieur Gokal Singh, qui est psychiatre, qui a fortement contribué à l'émission et qui n'était pas malheureusement disponible ce matin. Alors, pour lancer ce sujet, on va peut-être présenter un petit peu ce déroulement qui est une première partie dédiée au métier de psychologue et une deuxième partie peut-être vers leurs revendications. Alors, pour commencer, je propose de regarder un premier reportage. Bonjour docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis Eric Gokal Singh, je suis médecin psychiatre à l'établissement public de santé mentale de La Réunion. Et directeur de la CUMP. Oui, alors pas directeur, mais responsable, référent, on va dire, de la cellule d'urgence médico-psychologique, ainsi que du Centre régional de prévention du suicide. Très bien. Docteur, les gens confondent souvent le psychologue et le psychiatre. Pouvez-vous nous expliquer la différence et les façons différentes de travailler ? Alors, effectivement, les gens confondent beaucoup les métiers dans la jungle des psys. Et donc, on va essayer un petit peu d'expliquer cela. Bonjour, vous êtes psychologue ? Oui, bonjour, je suis donc psychologue clinicienne en libéral. Alors, dites-moi un peu comment se déroule votre activité. Eh bien, je travaille du lundi au samedi sur 2 secteurs, Saint-Joseph et Saint-Denis. Et je reçois donc à mon cabinet des personnes qui viennent individuellement ou en famille ou en couple pour pouvoir parler de leurs difficultés dans leur vie ou de certains troubles qu'ils rencontrent afin de pouvoir être accompagnés et de trouver éventuellement des aides ou des choses, des changements, des modifications dans leur comportement ou leur bien-être. Et je ne vois pas de divan. Le divan est un outil thérapeutique souvent utilisé en psychanalyse. Je ne suis pas psychanalyste. Les psychanalystes sont les médecins. Non, pas forcément. Ce sont des personnes qui ont une formation en psychanalyse. Ils ont fait une analyse didactique. Ils peuvent être médecins, psychiatres par exemple, ou autres, qu'importe. Ils peuvent ne pas être médecins aussi. C'est une approche thérapeutique en soi. Dans les séries américaines, on confond un peu les psychologues, les médecins ou autres, et on les voit souvent avec un divan. Je n'en ai pas vu chez vous. Alors, le divan, il va être utilisé dans l'approche psychanalytique. Moi, j'ai une approche dite intégrative, c'est-à-dire que j'utilise différentes approches thérapeutiques pour adapter l'accompagnement du patient. Donc, j'ai dans mon parcours de formation une approche psychanalytique également, mais elle ne se fait pas sur le divan. Et dites-moi, pour ce qui est des médicaments en tant que psychologue, est-ce que vous en dispensez ou pas ? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas médecins. On peut être docteur en psychologie quand on a soutenu un doctorat, par exemple, c'est-à-dire 8 années d'études après le parcours, après le bac. Mais sinon, on n'est pas du tout habilité à délivrer des médicaments. Et ceux qui ont un doctorat, ils peuvent ? Non plus. Non plus. Il faut être docteur en médecine. Il faut être docteur en médecine, tout à fait. Les psychiatres, avant tout, sont médecins. Donc, ils ont fait donc 6 années d'études de médecine. Et ensuite une spécialité qui s'appelle psychiatrie. Les psychologues, eux, n'ont pas fait médecine, ont fait la fac de psychologie, des études de psychologie, et ne sont pas médecins. Et à côté de ça, il y a encore 2 catégories de personnes, à savoir les psychothérapeutes, qui aujourd'hui commencent à être reconnus, et les psychopraticiens qui, eux, peuvent pratiquer certaines techniques, mais ont appris cela dans des écoles qui ne sont peut-être pas toutes reconnues.
Alors, le psychologue, c'est 5 années d'études qui permettent d'obtenir un titre. Et ensuite, tout au long de la carrière, on se forme. On se forme à différentes approches. Donc, on n'a pas tous les mêmes accompagnements. Par exemple, un psychologue qui travaille en institut médico-éducatif auprès d'enfants déficients intellectuels ne va pas utiliser les mêmes outils qu'un psychologue qui travaillerait en maison départementale de l'enfance auprès d'enfants placés par les services sociaux. Quelles seraient, selon vous, les qualités nécessaires pour exercer ce métier de psychologue? Alors, l'écoute active, d'avoir la curiosité aussi de se former continuellement, d'avoir une approche bienveillante aussi vis-à-vis des patients et de la disponibilité. À écouter sans avoir à beaucoup parler, c'est ça? C'est tout un apprentissage ou c'est naturel? C'est un apprentissage, c'est notre formation qui nous apprend à ça et effectivement tout consiste à trouver le juste équilibre entre la place donnée aux patients dans l'écoute et l'intervention nécessaire pour entraîner un changement. Mais ça encore, tout dépend des approches thérapeutiques du psychologue. Alors le psychologue clinicien va être le psychologue que l'on va retrouver dans les services hospitaliers, dans le soin principalement, principe même de la clinique d'accompagnement. Le psychologue libéral est également psychologue clinicien puisque le psychologue clinicien a de fait, par sa formation, le titre de psychothérapeute qui lui est délivré par l'Agence régionale de santé. Il faut savoir que notre titre est protégé depuis 1985. Il faut savoir que pour être psychothérapeute, on a la formation et un stage en milieu de soins. Donc, quand on affiche que le titre de thérapeute, ça peut être très bien selon la formation qu'on a eue, mais il n'y a pas de certification institutionnelle. C'est ça, exactement. Oui, effectivement, il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, il y a quand même des titres qui sont protégés. Donc le titre de psychothérapeute aujourd'hui, il est protégé, c'est-à-dire il faut une inscription et une reconnaissance qui est faite par l'ARS. Et cette reconnaissance se fonde sur les écoles qui ont permis d'apprendre certaines techniques de psychothérapie, parce qu'il y en a vraiment de multiples. Dans cette façon de travailler, quelle est la différence principale entre le métier du psychologue et celui du psychiatre? Je dirais que la principale différence vient du fait que les psychiatres donc, sont médecins et donc peuvent prescrire des médicaments. Et donc ils sont aussi reconnus par un ordre, l'ordre des médecins. Ils sont enregistrés au répertoire des professionnels de santé. Ils ont certains actes qu'ils peuvent faire et que ne peuvent pas faire les psychologues, notamment les certificats. Psychologue, un métier, une appellation protégée, psychothérapeute également. Est-ce que vous avez beaucoup de mal à faire reconnaître votre spécificité dans cette jungle de thérapeutes qui s'installe? Agathe? À faire reconnaître... En fait, dans le public, je m'entends. Les gens, est-ce qu'ils vous confondent avec celui qui installe une plaque de thérapeute alors que... il n'est pas du tout psychologue? C'est pas aussi mélangé, parce que la psychologie existe depuis maintenant plusieurs décennies. On est quand même sur une assise culturelle maintenant. Les choses tiennent à peu près la route. On sait à peu près ce qu'est un psychologue, ce qu'est un médecin, un psychiatre. Mais par moment, il y a effectivement une minorité de personnes, enfin en tout cas dans ce que je rencontre, moi, qui tendent à confondre thérapeute, psychopraticien, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, etc. Alors qu'il y a beaucoup de distinctions. C'est tout un continuum de la prise en charge de la souffrance et du bien-être, mais c'est pas toujours très clair. Non, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Oui. Les gens, ils arrivent et ils vous demandent, docteur, est-ce que je peux avoir des médicaments? Très souvent, oui, docteur, très souvent. Donc, moi, je leur explique que nous Mais là encore, c'est pas bien grave. Juste si vous appellent docteur, c'est juste que vous ne faites pas d'usurpation de titre.
Mais ce qui est gênant, c'est quand ils veulent de vous des médicaments. Alors oui, c'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois, un jeune, un adolescent, qui comme ça me dit, mais tu peux me prescrire ça? Non, je ne peux pas. Mais tu es psychiatre? Non, non, je ne suis pas psychiatre. Donc je vais réexpliquer, mais c'est vrai que souvent on a ce besoin aussi de pouvoir réexpliquer. Ou des personnes qui appellent en disant, mon médecin m'a orienté vers un pédopsychiatre. Donc bah, écoutez, non, il n'y a pas de pédopsychiatre dans ce cabinet. Je vais vous réorienter. Vers la bonne personne. Bien sûr. Oui, c'est pas facile. Et puis, est-ce qu'on en est encore au stade où les gens se disent allez voir un psychologue, ben, c'est pour les fous, quoi. Les autres, s'ils sont pas fous, ils n'ont pas besoin d'aller voir un psychologue. On entend encore ça ou pas? Alors, oui, on l'entend encore. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins. Par rapport aux familles, par exemple, pour les enfants, c'est quand même, il me semble, beaucoup plus facile pour les familles de consulter pour leurs enfants. Il y a moins ce tabou-là du je suis fou. Pour les adultes, c'est plus compliqué, j'ai l'impression. On a besoin d'avoir son cabinet avec une entrée presque escamotée où les gens peuvent venir sans être vus par un collègue qui dit « Ah, il est allé voir un psy, c'est qu'il ne va pas bien ». Ça amène du confort pour beaucoup de consultants, bien sûr. Oui, oui. Ou il y en a même qui vont choisir des horaires privilégiés, passer 19 heures, même pendant le couvre-feu si c'est possible. Ça permet d'être un petit peu en mode furtif pour ne pas être perçu par l'environnement de l'habitat. Parce qu'on peut aussi pratiquer là où habite, pas très loin de la personne, ou pas très loin de l'espace professionnel de la personne. Donc effectivement, il y a le besoin que ça reste une question privée pour certaines personnes. Intime, oui. Oui, intime, tout à fait. Et pourtant, on n'a pas besoin d'être fou pour aller voir un psychologue. On est bien d'accord. Non, il suffit plein de raisons. C'est ça. Ouais. C'est pas un super terme, mais c'est effectivement la souffrance qui va aussi faire que l'environnement direct ne va pas pouvoir apporter des réponses ou stimuler les ressources adaptées ou adéquates, ou des fois amplifie malheureusement. Quand j'ai l'univers de proximité, ça peut être le travail. Je ne mets pas le focus sur la famille. Ça peut être plein de choses. L'école, etc. Donc les ressources ont besoin d'être stimulées. Et c'est vrai que les psychologues sont formés pour pouvoir travailler avec cette dimension-là interne. Oui, j'ai envie de dire, n'hésitez pas en tout cas à aller consulter un psychologue. Il y a une catégorie de personnes qui y va spontanément parce que ça fait bien dans le cercle certains cercles de dire j'ai ma propre psy et tout. Mais en tout cas, de façon générale, si j'ai mal aux dents, moi je vais voir le dentiste. Si j'ai ma voiture qui va pas bien ou qui est en panne, je vais voir le garagiste, ça va de soi. Et si d'un point de vue bien-être et santé psychique, je suis en souffrance, je dois aller voir le psychologue. Et là, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est ça. Et je pense qu'on peut peut-être aussi parler justement des raisons qui peuvent amener à consulter un psychologue. Donc, ça peut être un deuil, donc suite à un décès, par exemple. C'est important d'avoir un professionnel de santé qui permet de poser ce bagage. Bien sûr, tout en sachant qu'on a des outils dans l'accompagnement du deuil, pour les enfants notamment aussi, parce que voilà, un décès vécu dans une famille peut devenir quelque chose de l'ordre du traumatisme, et donc à ce moment-là, il peut être utile d'avoir des repères. Moi, j'ai parfois des demandes tout de suite après un décès. Oui, dans l'immédiateté. Voilà. Et on a, nous, des repères à amener aussi aux familles pour faire attention à un enfant qui vit un deuil, justement, pour que ça ne devienne pas un deuil pathologique. C'est que vous avez des étapes du deuil que vous repérez et pour savoir où ils en sont et comment répondre aux besoins du moment. Oui, c'est ça, exactement. Et puis il y a une question systémique, comme ce que vous disiez. Il y a la question de comment la famille et l'environnement va prendre en charge ce deuil et quelles vont être les projections croisées aussi et comment se stabilise la famille après un deuil. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Moi, il y a une surprise pour personne, je suis professionnellement enseignant. Et c'est vrai que je vois bien que certains sont en souffrance dans le milieu scolaire pour différentes raisons. Oui. Suite au harcèlement, par exemple, ou suite à une non-réussite scolaire, ou encore parce que justement ils sont enfants intellectuellement précoces et que le système n'est pas forcément adapté, ou eux en tout cas, ils ne s'adaptent pas au système proposé. Et là, il y a la souffrance chez les TDAH ou autres. Et là, le psychologue est précieux. La TDAH, peut-être trouble déficit d'attention.
avec ou sans hyperactivité, ça peut faire effectivement partie des troubles qui peuvent amener beaucoup de souffrance, justement, parce qu'un enfant qui va manquer d'attention, de concentration, d'une certaine manière, les habitudes de vie presque ne s'automatisent pas. Donc, on va avoir la plainte de la famille, plainte de l'école par rapport au comportement de l'enfant. Ça va générer de la souffrance et pour l'enfant et pour la famille, parfois pour l'enseignant également. Donc, la démarche auprès du psychologue, elle est effectivement nécessaire dans ces cas-là pour qu'à un moment donné, on puisse enclencher un parcours diagnostique aussi. Alors, oui, allez-y, et proposer aussi quelque chose d'adapté au niveau des apprentissages, parce que l'enfant, il est non seulement en train de compenser pour pouvoir s'adapter à ce qu'on attend, et puis voilà, il est un peu perdu. En tout cas, il y a plein de raisons pour aller voir le psychologue. Et si vous croisez un collègue qui y va, c'est pas forcément pour la raison qu'on peut imaginer. Il y a tellement de motivations diverses. J'ai un ami qui me dit régulièrement, dans la vie de couple, parfois, une babysitter, de temps en temps, coûtera moins cher qu'un avocat ensuite. Pour le monsieur ou pour la madame? Non, pour les deux. Pour les deux, c'est-à-dire préserver le couple. Mais est-ce qu'on pourrait y ajouter, parfois, si nécessaire, la thérapie de couple qui coûterait peut-être certainement moins cher que les frais d'avocat aussi? L'un, parfois, est complémentaire à l'autre, mais on peut peut-être, pour certains cas, éviter le divorce si on a un accompagnement. Ça vous arrive? Ça peut le précipiter, comme ça peut effectivement l'éviter. Tout dépend de comment les deux s'engagent dans ce parcours-là. Mais quand vous dites précipiter, vous voulez dire ça permet d'aller jusqu'au bout de la démarche, de la séparation. Et donc, d'avoir quand même là encore une séparation de qualité ou de meilleure qualité plutôt que la guerre qui est au détriment des enfants quand il y en a. Oui. C'est ça, la thérapie de couple va permettre de pouvoir poser des mots sur le fonctionnement de chacun, sur ce qui fait que la communication ne passe plus, sur les blessures qui appartiennent à chacune des deux personnes du couple, et donc de pouvoir soit avancer ensemble en comprenant pourquoi dans certaines situations mon conjoint réagit de cette manière-là et ça me blesse. Donc, pourquoi ça me blesse? Pourquoi lui, il réagit comme ça? Donc, c'est une manière d'apprendre aussi à se connaître davantage. Et puis, parfois, effectivement, ça nécessite de comprendre que la séparation et le processus est inévitable. Il faut l'accompagner avec qualité. C'est inévitable, mais qu'on peut continuer à communiquer. Et pour les psychologues qui travaillent soit en milieu d'institution, ou même ceux qui seraient psychologues du travail. Est-ce que c'est sûr qu'on ne peut pas parler totalement en leur absence, mais comme on n'en a pas disponible, est-ce que vous avez une petite présentation un petit peu de ce corps de métier? Je pense que c'est important de dire une première chose, c'est que nous sommes tous psychologues. Oui. Déjà, ça c'est un corps de métier. Après, il y a des spécialités, des spécialisations. On a le psychologue du développement, psychologue du travail, un peu ce que je crois que je disais oui, tout à fait. dans la présentation. Dit, vous l'avez évoqué. Voilà, neuropsychologue, etc. Et tous ces métiers-là sont en fait des reflets du métier de psychologue. Très bien. Alors, je vous propose, pour continuer notre émission, d'aller regarder de la perspective d'une patiente, mais qui n'était pas en tant que patiente ce jour-là, puisqu'elle n'était pas en séance. Elle est juste venue témoigner pour notre caméra. On a eu la chance, après avoir entendu Madame Morvan-Baruc, d'accueillir justement qui est venue spécialement, non pas pour une consultation, mais pour venir nous dire un peu comment elle vit ce suivi thérapeutique. Alors ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai des séances assez régulières. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense que le contexte actuel est assez particulier et qu'il a mis à rude épreuve plein de gens. Et c'est important de faire un travail sur soi et c'est ce que je fais avec ma thérapeute, faire un travail sur moi-même. Mais ça m'apporte une réflexion sur moi-même que je pourrais peut-être pas faire seule. Elle m'amène à me poser les bonnes questions et à apprendre aussi à avoir confiance en moi et à aller mieux et à pouvoir affronter la vie avec des meilleures armes qu'avant. Finalement, quelle est la différence en discuter avec une copine de ses problèmes et d'avoir quelques conseils et avec un thérapeute qui répond?
des fois, aller boire un café avec une amie, ça peut faire autant de bien. Hein. Ça dépend de ce que l'on mesure et chez qui aussi et quoi, enfin, quelle est la chose. Quand on engage un travail thérapeutique, je pense qu'on s'inscrit dans une relation thérapeutique, il y a une alliance, on vient nous apporter un regard différent et peut-être que des fois les personnes sont déjà allées voir autour de leurs amis et n'ont pas réussi à trouver les ressources finalement qui pouvaient se déclencher. Quelles seraient selon vous les qualités nécessaires pour exercer ce métier de psychologue? Alors, l'écoute active, d'avoir la curiosité aussi de se former continuellement, d'avoir une approche bienveillante aussi vis-à-vis des patients et de la disponibilité. Pour compléter ce que dit Madame Marvan-Baruch, aller voir une copine c'est bien, mais la copine elle connaît plein de choses et elle est parfois pas très objective. Et quand on vient voir un spécialiste, c'est pour avoir une vision objective et se dire que voilà, ça nous permet de mieux avancer et de pas avoir tout le reste. Et en plus, vous pouvez tout lui dire parce que c'est ça aussi qu'on vient chercher, c'est pouvoir nous aussi être sans filtre et ne pas se censurer, puisqu'on est face à un professionnel avec le secret professionnel. Donc vous avez choisi comment votre thérapeute? Alors c'est le hasard qui m'a amenée ici et qui m'a fait choisir ma thérapeute. Après j'en avais vu précédemment d'autres et c'est vrai que j'ai souhaité continuer avec Madame Marvan-Baruch puisque il y a une certaine complicité une alliance thérapeutique. Une alliance thérapeutique entre elle et moi qui s'est formée très rapidement et je me suis sentie à l'aise et pas jugée et voilà. Cette alliance thérapeutique, il vous arrive, vous, de votre côté, de la dénoncer, c'est-à-dire, voilà, pour vous, je ne peux pas, ou on ne peut pas continuer pour une raison ou pour une autre? Oui, ça m'est déjà arrivé même de réorienter certaines personnes qui venaient ici vers soit un confrère ou une consoeur ou vers un neurologue. Je pense à certains cas que j'ai rencontrés cette année. Et des fois, peut-être aussi, parce que la personne qui vient vous voir, vous la connaissez? Alors, ça m'est arrivé une fois, effectivement, et la personne a été reconduite avec beaucoup de rigolade jusqu'à la porte. Et si elle veut voir une copine, elle vient le voir autour d'un café, mais à la maison? Ben oui, quand même, c'est vachement plus sympa. Pouvez-vous me donner un exemple de patient que vous confiez à d'autres collègues psychologues? Par exemple, si je vais à la rencontre d'un patient réaliser qu'il y a eu un traumatisme, à ce moment-là, moi je ne suis pas formée pour la prise en charge du psychotrauma, donc je vais réorienter vers des psychologues spécialisés, notamment en victimologie par exemple. Et des fois, vous les orientez aussi vers les psychiatres? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Lorsqu'on va repérer des pathologies très importantes qui nécessitent un suivi médical. Et de la médication? De la médication, à ce moment-là, on travaille en partenariat. Moi, je travaille en partenariat avec, par exemple, la clinique des Flamboyants, avec le CHU de Belle-Pierre, avec les CMPEA, les CMPP. Et ce partenariat est très important. Parfois, le psychologue peut avoir une vision sur le fonctionnement du sujet qui peuvent concourir au diagnostic. En fait, faire un diagnostic, c'est avoir la possibilité de cocher des cases et en fonction des cases cochées, on arrive à une conclusion. Et donc, pour moi, c'est vraiment la notion de travail collaboratif qu'il faudrait arriver à mener avec ces deux professions. Et du coup, eux aussi, parfois, ils vous envoient parce qu'ils ne savent pas faire les tests psychométriques? Oui, tout à fait. Assez régulièrement, on va avoir des hôpitaux qui vont orienter vers des bilans psychométriques ou des écoles également pour des troubles des apprentissages. Et vous êtes aussi justement avec les écoles, avec les psychologues scolaires par exemple? Oui, tout à fait. On peut avoir du lien avec les psychologues scolaires, parce qu'il faut savoir que certains psychologues scolaires, dans certaines zones comme les REP+, par exemple, vont avoir un objectif d'accompagnement d'enfants qui présentent des troubles ou des problématiques familiales spécifiques. À ce moment-là, pour certains enfants, ils vont orienter vers le libéral. Ça peut être le cas lorsqu'il y a une suspicion de fonctionnement à haut potentiel, par exemple. Alors, il n'y a pas que les tests psychométriques. Je voudrais quand même insister là-dessus parce qu'il y a la psychométrie, donc effectivement, ça permet de noter
détecter, on va dire, un certain nombre de symptômes et un certain nombre de fonctions, on va dire, qui sont parfois altérées dans certaines pathologies. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres tests, comme par exemple les tests projectifs, qui vont finalement livrer de manière un petit peu plus subtile la façon de fonctionner d'un sujet. Et donc, le plus connu est le test de Rorschach, que les psychologues peuvent tout à fait pratiquer et parfois vraiment apporter un éclairage aux psychiatres sur la façon dont fonctionne le sujet. On a aussi d'autres tests qui sont des tests un peu plus spécifiques sur les fonctions cognitives, donc attention, mémoire, tout ce qui est fonction de raisonnement, etc. Et là, ce sont plutôt les neuropsychologues qui peuvent utiliser ces tests-là, bien que certains puissent être partagés avec des médecins et des psychologues. Retournons voir. Coralie, qu'est-ce qui vous a amené à consulter? Alors, je pense que le contexte de ces derniers mois, avec la Covid, etc., nous a un peu éloignés des gens et a pu exacerber certains mal-être ou certaines pathologies. Il y en a pour qui c'était génial de se retrouver, justement. Ça a été, voilà, il y a eu un petit... J'ai l'impression que ça a été un peu brassé, un peu moitié-moitié. Le Covid a quand même changé notre vie un peu du jour au lendemain et on a dû apprendre à faire avec, et parfois ça peut faire ressortir des choses du passé et donc c'est intéressant, c'était important pour moi de retourner voir une thérapeute. Pendant et après le confinement, il y a eu une espèce d'enfermement, sur un retour sur soi-même. On n'a plus des activités à l'extérieur, la sociabilité est réduite, enfin bon, il y a plein de choses qui font qu'on se retrouve avec soi et je pense des défenses qui s'abaissent. Et il y a des personnes qui ont vécu des traumas et qui ont eu une perte de l'amnésie traumatique, donc, et puis une remontée de ces traumatismes pour certains. Un très beau témoignage. On remercie Coralie parce que c'est courageux de sa part, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Alors vous me disiez qu'il y avait une petite erreur, laquelle je n'ai pas vu. Oui, ben là je vais vous charrier un petit peu, Monsieur Payette. Le test de Rorschach, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Alors peut-être que je suis un peu dysorthographique, je corrigerai avec votre compétence et votre concours. Dans cette panoplie d'orientation des psychologues, on a bien vu orientation professionnelle, en milieu d'institution, que ce soit psychologue dans le milieu scolaire pour certains, ou en libéral encore, mais il y a aussi les orientations qu'on donne à son métier, les dadas. Vous, par exemple, quel est votre dada? Quelles sont vos ou votre spécialité? Alors, moi, je me positionne comme ma consoeur, comme étant une psychologue intégrative, effectivement, et depuis quelques années, je travaille beaucoup avec la thérapie EMDR. EMDR, mort de rire? Presque, on rajoute un R à la fin, Ouais. un E devant. Voilà. Ah, c'est quoi? Alors, c'est une thérapie qui permet d'intégrer les émotions et de désensibiliser des déclencheurs quand on a, par exemple, mais pas seulement, des traumatismes. Et on le fait en stimulant le cerveau, ce qui est une compétence que nous possédons naturellement dans notre système de traitement de l'information. C'est quelque chose qui est adapté à d'un point de vue éthologique, presque, je dirais. Très bien. Bah écoutez, Madame Cuche, nous allons conclure cette première partie. Vous aurez l'occasion, dans la deuxième partie, de nous raconter votre dada à vous. Oui. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous sur cette première partie où nous avons présenté les métiers autour du psychisme, les psychologues. On a évoqué un petit peu le psychiatre et ses compétences. Merci de sa participation. Vous ne manquerez pas de nous retrouver pour une deuxième partie qui va présenter les problématiques circonstancielles avec un projet de loi. À bientôt.